Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La généralisation de la protection sociale, un gigantesque chantier royal, un grand soulagement pour les professionnels exerçant dans l'informel. Nous suivrons un reportage à Casablanca sur nos artisans mêles. Solidarité sociale toujours, nous irons à Mediouna où plus de 6000 personnes bénéficient de l'action solidaire Ramadan 1442 de l'Hégire, opération pilotée par la Fondation de la Solidarité. Rose et cendre, un magnifique récit épistolaire. Il rassemble les correspondances entre Mohamed Barada et Mohamed Choukri. Une certaine idée du Maroc littéraire de leur époque. Une page littéraire à suivre en fin de journal. Restez avec nous. Bonjour, la semaine qui s'achève aura été marquée par le lancement d'un chantier de grande envergure et à très forte connotation sociale. Ambitieux et révolutionnaire, le projet de généralisation de la protection sociale a été lancé en grande pompe par Sa Majesté le Roi Mohamed VI mercredi au Palais Royal de Fès. Cérémonie couronnée par la signature des premières conventions liées à cet immense chantier social. Les développements tout de suite en compagnie d'Iman Ablou. Un chantier royal au bénéfice de tous les Marocains dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale. Ce régime devra bénéficier aux agriculteurs, aux professionnels de l'artisanat, aux commerçants, aux professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique, au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base durant les années 2021 et 2022 passe par l'élargissement de l'assiette des bénéficiaires pour inclure les catégories vulnérables bénéficiant du régime d'assistance médicale et la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non salariées qui exercent une activité libérale. 22 millions de personnes supplémentaires bénéficieront de cette assurance, laquelle couvre les frais de traitement de médicaments et d'hospitalisation. Durant les années 2023 et 2024, les allocations familiales seront généralisées aux ménages qui n'en bénéficient pas pour toucher des indemnités couvrant les risques liés à l'enfance ou des indemnités forfaitaires. En 2025, l'assiette des adhérents sera élargie au régime de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension à travers la mise en application du système des retraites propre aux catégories des professionnels et travailleurs indépendants et personnes non salariées qui exercent une activité libérale. En 2025 également, l'indemnité pour perte d'emploi sera généralisée pour couvrir toute personne exerçant un emploi stable à travers la simplification des conditions. La gestion de ces programmes à l'horizon 2025 sera financée à hauteur de 51 milliards de dirhams par an. La signature de 3 conventions cadres est ici présidée par Sa Majesté le Roi. Ces conventions portent sur la généralisation de la mode de base au profit des commerçants, artisans, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique, au régime de l'auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité qui concerne plus de 800 000 adhérents. Et sont également dédiés à la généralisation de l'AMO au profit des artisans et professionnels de l'artisanat, une population qui se chiffre à environ 500 000 adhérents. La généralisation de l'AMO de base profitera aussi aux agriculteurs, environ plus d'1,5 million d'adhérents. La généralisation de la protection sociale, justement, un grand chantier de réforme dont l'impact se fait déjà ressentir auprès des catégories concernées. Et focus aujourd'hui sur nos artisans Ma'allem qui opéraient majoritairement jusqu'ici dans le secteur de l'informel. Leur intégration aux processus sociaux est un grand ouf de soulagement pour eux. À Casablanca, le reportage de Khalid Esdoun, Mohamed Amil Aroui sur un récit de Merim El Messi. Regardons. شحال من عام دابا انت استاذ عبد الله شحال من عام انت في الحرفه وخونا راه ولد 16 عام. Cela fait 50 ans que ce maître potier façonne des œuvres de toutes les formes et couleurs. Sa vie professionnelle s'apprête à emprunter un nouveau virage vertueux. Avec son collaborateur Abdeslam, Abdallah tient un discours enchanté. Tous les deux se réjouissent de bénéficier enfin de l'assurance maladie obligatoire de base. Nous allons pouvoir nous soigner gratuitement. Les frais de la consultation seront remboursés.
الله ينصرو والله يكمل عليه. غادي يعاونوا الناس بزاف. C'est un fort soutien à tous les artisans dans le besoin. Les recoins de la capitale économique racontent les histoires de ces petits artisans. Parmi eux, Redouane Fathi, seul dinandier du quartier Houbous. Sa créativité le fait vivre. Ce projet sera bénéfique pour nous tous. Dinandiers, maroquiniers, toute la famille des artisans est réjouie. Du pain béni pour ces artisans. Très attendu, l'entrée en vigueur du projet de la généralisation de la protection sociale allégera le lourd fardeau qui pèse depuis des années sur cette catégorie vulnérable de citoyens. Et toujours dans un élan de solidarité avec les catégories sociales vulnérables, l'opération Ramadan 1442 de l'Hégire. Cette année, 3 millions de personnes sont concernées par cette action solidaire pilotée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité en application des hautes instructions royales. Nous suivrons aujourd'hui le reportage à Mediouna avec Bouchaïb Ammari, Abdelrahim Ziane et Oumaima Ramli. C'est à bord de ce camion que seront acheminés les paniers d'aide alimentaire. Direction les domiciles des familles bénéficiaires déjà identifiées. Pour que l'opération soit un franc succès, les agents de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont à pied d'œuvre. Les agents se déplacent jusqu'à nos portes pour nous remettre nos paniers. Cela fait 20 ans que nous bénéficions de ces aides alimentaires. Avant le Covid, nous avions pour habitude de récupérer nos paniers à l'école. Cette année, avec la crise sanitaire et les restrictions, les aides nous sont directement livrées à la maison. Une livraison matinale qui dessine un large sourire sur les visages de ces personnes accablées par l'impact socio-économique de la crise. Au niveau de la province, ce sont plus de 6100 familles qui bénéficieront de ces aides alimentaires. Des familles issues pour la plupart des communes rurales de Mediouna et qui vivent en situation de précarité. Pour la deuxième année consécutive, cette opération solidaire profitera au plan national à quelques 3 millions de personnes. Une autre forme de solidarité agissante et exemplaire du Royaume du Maroc s'est destinée à un pays frère et ami, le Liban en l'occurrence. L'acheminement des aides alimentaires en faveur du pays du Cèdre se poursuit ce dimanche. Au total, 90 tonnes de produits alimentaires de base seront acheminées à bord de 8 avions militaires. Les forces armées libanaises ont exprimé leur vif remerciement à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son initiative louable d'acheminer des aides alimentaires au profit des forces armées libanaises et du peuple du Liban afin de lui permettre de faire face aux défis économiques et aux répercussions de la pandémie du Covid-19. La pandémie du Covid-19 justement et à présent les chiffres liés à la campagne vaccinale. Le nombre des personnes jusqu'ici vaccinées avec la première dose atteint 4 655 007 personnes. Le nombre de celles qui ont reçu leur deuxième injection s'élève pour sa part à 4 186 449 personnes. Pour ce qui est des chiffres concernant l'évolution de la situation épidémiologique, eh bien, jusqu'à hier, 16h, nous retenons 600 nouveaux cas confirmés, 616 cas de guérison et malheureusement 10 nouveaux décès. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 432 personnes, dont 13 personnes qui sont intubées. Et pour en parler, le professeur Azdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de Rabat, est en direct avec nous. Professeur, bonjour. Les principaux indicateurs, je le disais tout à l'heure, ne sont pas très rassurants pendant ces dernières semaines, en tout cas, en termes de décès, de cas admis en réanimation ou encore en termes de cas actifs. À votre avis, à quoi cela est dû, professeur Azdine Ibrahimi ? Tout d'abord, Nesrine, Eid Mubarak, Ramadan Mubarak Saïd à toi et à tous les téléspectateurs. En fin de compte, je dirais, c'est ce sens de sécurité qu'on a, c'est ça qui, en fin de compte, a donné lieu plus ou moins à délaisser ces gestes barrières. Je pense qu'on a délaissé, on ne respecte plus ces gestes barrières, on ne les respecte pas, ce qui arrive avec la présence de ces variants, surtout le variant britannique. Il y a une circulation plus rapide du virus qui arrive à des populations
encore vulnérables, qu'on n'a pas pu jusqu'à présent vacciner. C'est pour cela qu'il faudra vraiment payer attention à plus ou moins cette augmentation de nombre de décès, augmentation de nombre de personnes en réanimation, parce que quand je regarde la courbe marocaine, c'est un petit peu l'accalmie qu'on avait avant le 15 juillet, et donc à partir du 24 juillet, on avait commencé à regarder ces chiffres, et c'est pour cela que je dis peut-être qu'on n'est pas dans la même situation, mais une fois avec la crise, on a appris à être vraiment très prudent, parce que des fois, ça va rapidement, surtout avec ce variant britannique. Et professeur, vous pointez donc du doigt un certain relâchement qu'il va falloir rattraper pour sortir de la crise. On va également parler de l'opération vaccinale qui est, comme vous le savez, au ralenti en attendant un nouveau coup de fouet accélérateur avec l'arrivée de nouveaux lots. D'ici là, vous le disiez, nous devons rester vigilants pour réussir ce défi collectif et sortir de la crise, n'est-ce pas, professeur Ezdine Brahimi? Voilà, absolument. Moi, je pense que là, on est vraiment avec un contrat moral, je dirais même citoyen, entre l'État d'un côté et entre les citoyens de l'autre côté. C'est en fin de compte pouvoir que l'État ramène ces vaccins, on va en parler un petit peu, qui va permettre de faire cette vaccination de masse, qui va donner une immunité acquise, qui va protéger les personnes vulnérables. La deuxième chose, c'est de l'autre côté, il faut vraiment revenir à ces gestes barrières qui ont toujours présenté vraiment ce relâchement. Il faut vraiment revenir aux basics, comme on dit, les bases, c'est-à-dire la distanciation, porter un masque. Et comme vous avez très bien remarqué, Nisrine, dans la rue, il y a pas mal de personnes, je dirais la majorité de personnes ne portent plus de masque. Et je voudrais lancer un appel, vraiment à revenir ce masque, parce que ça revient à votre question, parce qu'on espère, nous, en fin de compte, s'en sortir le plus rapidement. Et pourquoi pas, on a le droit de vraiment avoir comme objectif d'être les premiers pays qui vont sortir. Parce que justement, professeur Ibrahimi, une bonne stratégie vaccinale est là. Elle a été saluée de tous bords. Elle est caractérisée par sa gratuité à toutes et à tous, citoyens marocains et étrangers également établis au Maroc. Elle est également caractérisée par la multiplication de ses sources d'approvisionnement en termes de fournisseurs du vaccin. Mais il va falloir que les citoyens suivent, c'est cela. Absolument. Donc là, je reviens à cette histoire de vaccination de masse. Je pense que c'est une vraie réussite. C'est un défi qui est pour le moment très réussi, parce que là, il faut le valoriser à juste valeur pour dire que le Maroc, à peu près, va vacciner rapidement, Inch'Allah, 13% de la population. Il va arriver presque à 60 ans, peut-être à 59 ans, avec les vaccins qu'on a. Il y avait un arrivage dont on n'a pas trop parlé, mais je pense qu'il fallait en parler. C'est un arrivage du COVAX. Le Maroc a droit à 1,6 million de doses cette année. Je pense qu'on a reçu 300 000 doses qui permettent un petit peu de relancer cette vaccination. Et je pense, avec cette vaccination main en main, il faut vraiment que le citoyen comprend que si on veut s'en sortir le plus rapidement possible et avec le minimum de pertes, parce que le perte ne parle pas d'argent, là, on est en train de parler de vies humaines. C'est pour cela qu'il faut faire ça et vraiment mettre la main dans la main pour s'en sortir, Inch'Allah, le plus rapidement possible. Professeur, tout à l'heure, en faisant votre analyse des principaux indicateurs épidémiologiques, vous évoquiez les variants, les nouvelles souches. Alors, le variant britannique a été détecté sur notre sol, ça on le sait, et au plan mondial, le variant sud-africain, brésilien, et surtout récemment la souche indienne qui visiblement hautement pathogène inquiète beaucoup. Quelle action faut-il, à votre avis, entreprendre pour nous protéger contre ce danger qui guette tous les pays du monde? Je ne veux pas faire peur à tout le monde, mais en fin de compte, moi, le pire qui puisse arriver, c'est en regardant du côté du Brésil. Et je vais donner un chiffre qui est effrayant. Au Brésil, à Rio de Janeiro, cette semaine, il y avait plus de décès que de naissances. Ça fait vraiment presque jamais qu'on avait vu ça en Brésil. Tout simplement parce qu'on a laissé le virus se multiplier. En se multipliant, il y aura des variants, et même la situation au Brésil, là, comme il y a l'apparition de plusieurs variants, c'est pas un seul variant à la fois, parce qu'il y a une multiplication très rapide. C'est pour cela qu'on ne voudrait pas aller dans ce sens. Pour le Maroc, je pense qu'on est là. On l'a toujours dit que le variant britannique est là et dominera le monde, pas seulement le Maroc. Je pense que ça va arriver vers la fin du mois, début du mois de mai. Je pense que ça va dominer à travers le monde. Et là, ce qu'il ne faudra pas faire, c'est ne pas laisser ce virus se multiplier. Pour ne pas le laisser se multiplier, il y a deux approches. L'approche institutionnelle avec la vaccination de masse et protéger les gens qui sont sensibles, ce qu'on est en train de réussir, et réduire le nombre de personnes à risque. Et ça, c'est très, très important comme réussite
réussite partielle. La deuxième chose, il faut vraiment que tout le monde s'implique avec les gestes barrières. On dénigre trop ces gestes barrières, mais c'est vraiment très efficace et vis-à-vis des autres variants. Le point essentiel, c'est ne pas laisser ces virus se multiplier. Le risque de multiplication entraîne l'apparition de mutations, une combinaison de mutations entraînerait l'apparition de variants qui pourraient, la qaddarallah, soit s'échapper à l'immunité à travers la vaccination, soit circuler plus rapidement, soit ce qui arrive au Brésil, et ça le plus grave, c'est en fin de compte la pathogénicité, la sévérité de la pathologie, et arriver à des personnes plus jeunes, ce qu'on commence à regarder, à voir à travers ce qui serait malheureusement fatal pour nous tous, et ce que ne nous souhaitons pas. Professeur Ezzedine Ebrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de Rabat, merci de cet éclairage. Merci à vous, Nisrine. Merci. Page littérature, si je vous parle de l'épistolaire, vous penserez certainement aux missives secrètes, aux billets doux, mais aussi aux correspondances tout à fait amicales entre écrivains. Rainer Maria Rilke, Alfred Musset en ont abondamment, en tout cas, écrites à leurs frères de plume. Nos écrivains ne sont pas non plus restés insensibles à cette forme d'écriture intime et très proche de la réalité. Et nous devons à Mohamed Barrada et à Mohamed Choukri un livre baptisé Rose et cendres, publié chez les éditions Les Infréquentables. Découverte tout de suite en compagnie de Hassan Meskour, Zakaria Moqin-Billah et Iman Ablou. Plus qu'un échange épistolaire, ce livre retrace tout un pan de l'histoire de la littérature marocaine contemporaine. Rose et cendres dévoile les correspondances entretenues entre 1975 et 1995 entre les écrivains Mohamed Choukri et Mohamed Barrada, les préoccupations littéraires et l'amitié des deux hommes. Ce livre est une opportunité pour mettre en lumière les conditions de vie difficiles de Mohamed Choukri. Mais grâce à sa volonté, il a pu apprendre à lire et à écrire. Il a innové en rédigeant une biographie expressive, Le pain nu, où il a dévoilé la vie de milliers de personnes marginalisées de la société marocaine. C'est l'histoire d'un enfant des rues, qui deviendra plus tard instituteur et écrivain. Mohamed Choukri est considéré aujourd'hui comme un auteur majeur de la littérature marocaine. À travers ces lettres, nous retrouvons tout le sens de l'amitié entre les deux écrivains. Barrada a joué un rôle important dans l'impression du pain nu, sa réédition en 1987 et sa traduction en langue française. Des questions littéraires et d'autres sont évoquées dans ce livre. En plus des échanges épistolaires, l'ouvrage regroupe également un ensemble d'archives photographiques où l'on peut apercevoir Choukri et Barrada, Jean Genet, Mahmoud Darwish ou Paul Bowles, des noms qui ont marqué et enrichi le travail des deux auteurs. Des noms qui ont effectivement marqué l'histoire du nord du royaume. Vous le savez, Jean Genet à l'Arayesh ou encore Paul Bowles dans la mythique Tanger. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Marina Mohafed pour le journal en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.